bonsoir. Heureux de vous retrouver. Alors nous allons continuer dans cette capsule l'étude du roman autobiographique La boîte à merveilles. Dans cette capsule, nous allons faire une étude, une analyse du chapitre 2. Comme vous le savez, au moment de la présentation de La boîte à merveilles en tant que roman autobiographique, c'est un récit de vie, une partie de l'enfance d'un petit garçon, Sidi Mohamed, de 6 ans, qui parle bien sûr de sa boîte à merveilles et qui la considère comme son véritable ami. Bien sûr, encore une fois, je rappelle que la boîte à merveilles est le bien personnel de Sidi Mohamed, qui lui permet de s'enfuir du monde des adultes et des banalités de la vie quotidienne. Donc ça, c'est en grande partie l'idée générale qu'on va toujours analyser. Parce que nous allons, en quelque sorte, traverser ou partager le monde personnel de Sidi Mohamed pour savoir comment il le compare, ce monde merveilleux, ce monde mythique, ce monde mystérieux, comment il le compare au monde de la réalité. Alors, pour cela, l'étude et l'analyse du chapitre grand 2 évoquent 4 points essentiels que nous allons bien sûr étudier. Le premier point, l'uncide et les sentiments de l'enfant. Le deuxième point, la visite au mausolée, Sidi Bouhaleb. Le troisième point, la description d'une matinée prototypique à la maison. Et le dernier point, le rapport de voisinage entre les femmes. Bien sûr, mes chers élèves, en étudiant le chapitre 2, bien sûr, nous allons dégager de côté quelques idées que ce chapitre, bien sûr, évoque. Alors, sans trop tarder, le premier point, l'uncide et les sentiments de l'enfant. Alors, dans ce chapitre, ce point-là, il évoque vraiment un jour un peu spécial de la semaine pour Sidi Mohamed. Le mardi. Jour néfaste pour les élèves du MSID. C'est un jour de cauchemar. C'est un jour catastrophique. C'est tout simplement, c'est le jour de la récitation du Coran. Alors, il disait tout simplement, le fqih avait son regard de tous les mardis. C'est-à-dire, ses yeux n'étaient perméables à aucune pitié. Alors c'est un personnage, on a l'impression qu'il se transforme en un démon le mardi. Tout le monde a peur. La terreur qui se répand pratiquement dans chaque coin d'une cité. Alors Sidi Mohamed, il disait, je connaissais la peur, je connaissais la souffrance de la chair au contact de la baguette de Konassir. Alors qu'est-ce qu'on peut tout simplement déduire? Que cet enfant, comme les autres enfants de son âge, au MSID règne une atmosphère de souffrance physique et morale. Alors, l'espace du MSID, cet espace qui est consacré à l'éducation, n'est en fait qu'un endroit infernal pour Sidi Mohamed et bien sûr aussi pour ses camarades de classe. Alors, nous allons passer au deuxième point, la visite au mausolée Sidi Bouhaleb. Et dans ce point-là, nous allons un petit peu évoquer le cas de la superstition. Alors donc, après avoir vécu cette journée de cauchemar qui est la journée du mardi, alors nous allons voir en deuxième point la visite au mausolée Sidi Bouhaleb. Alors cette visite
a été proposé par une amie à Lalla Zoubida, Lalla Aïcha, qui est une ancienne voisine de Lalla Zoubida. Alors, qui ont toutes les deux décidé de visiter le sanctuaire et faire boire son eau à Sidi Mohammed. Pour la seule raison, pour que ce dernier, bien sûr, retrouve sa gaieté et sa force. Mais une fois sur place, Sidi Mohammed, en jouant, bien sûr, se fait griffer par un matou, un grand chat. Alors, ce point-là évoque vraiment une croyance que les femmes croyaient tellement que les saints possédaient un certain pouvoir surnaturel, même après leur mort. Ce pouvoir, on peut le dire leur baraka, peut servir bien sûr aux vivants. Alors, on remarque que la superstition fait l'objet d'une grande part du roman et revêt plusieurs formes dans la boîte à merveilles. C'est-à-dire, la superstition, on ne la trouve pas qu'au chapitre 2, au contraire, on la trouve déjà dans le premier chapitre. C'est pour ça que cette superstition revêt plusieurs formes. Je cite l'exemple dans le premier chapitre. Une soirée de danse et de musique inaugure le roman. Cette soirée revêt l'apparence d'un rite de sorcellerie plus ou moins démoniaque. Nous avons présenté la propriétaire Kinza, qui habitait bien sûr dans sa maison appelée Dar-Shuwafa, cette femme qui a un pouvoir surnaturel selon certains. De temps à autre, il organisait des soirées du genre vraiment Gnawa, où des gens venaient jouer cette musique qui fait vibrer un petit peu les sentiments des participants. Donc ces soirées, en général, comme je vous ai dit, revêtent une apparence de sorcellerie plus ou moins démoniaque, où il y a des démons qui sont présents dans ces soirées. Et d'ailleurs, cette atmosphère, il fait peur à Sidi Mohammed. Malgré qu'il a déjà une idée que Kinza, il a un certain pouvoir et il est parfois même fier d'habiter sous le toit d'un tel personnage. Alors ça, c'est dans le chapitre 1. Voilà l'image ou le côté superstition. Dans le chapitre 2, le pèlerinage en des lieux saints, bien sûr, on le sait, est une activité à laquelle s'adonnent les femmes. Et malheureusement, on continue toujours de pratiquer, même pour hommes et femmes. Ces gens-là, ou ces personnages qui croient que ces saints leur serviraient d'intermédiaire entre eux et Dieu. Là, je parle de Lalla Zoubida et Lalla Aïcha qui serviraient d'intermédiaire entre elle et Dieu. Bien sûr, tout le monde est unanime que c'est vraiment des idées qui ne mènent absolument à rien. Surtout quand on est dans un pays musulman, dans un pays musulman, notre doctrine, l'islam, nous interdit bien sûr de placer des intermédiaires entre le croyant et son créateur. Bien sûr, notons que le narrateur adulte, dans ce deuxième chapitre, a gardé un vif souvenir concernant la Aïcha. Son visage, lisse et rond, lui inspire un certain dégoût. Déjà, vraiment, il a un mauvais souvenir concernant cet ami de sa mère. Bien sûr, nous allons passer au troisième point. Nous allons parler de la description d'une matinée prototypique à la maison. C'est-à-dire, comme vous le savez, à Dar-Shuwafa, il y a plusieurs locataires. La famille de Sidi Mohammed, Rahma et Zineb, Fatima Zouia, nous allons bien sûr découvrir comment ces femmes
passent leur journée à la maison, leur habitude. Nous allons aussi passer au quatrième point pour un petit peu évoquer le côté de voisinage de ces gens, éventuellement, quand ça va entre eux et parfois quand il y a des malentendus. Nous allons voir ça, bien sûr, tout de suite. Donc, nous allons découvrir un petit peu l'étude des points 3 et 4. Comme je vous ai dit, en 3, nous allons bien sûr voir de près la description d'une matinée prototypique à la maison. Comme je vous ai dit, à Dar Chouafa, il y a plus de 3 familles qui cohabitent ensemble. Alors, le narrateur racontait, chaque matin, les femmes utilisaient les mêmes formules habituelles, chacune récitée sans boniment, sur un air monotone, sans ardeur et sans enthousiasme. On a l'impression que ces gens-là vivent une vie d'automate, c'est-à-dire ils répètent pratiquement les mêmes habitudes, les mêmes gestes, parfois même les mêmes paroles. Donc, c'est le monde réel que Sidi Mohammed refuse de partager. C'est pour ça, encore une fois, il retrouve refuge auprès de sa boîte à merveille, qui est vraiment synonyme pour lui d'évasion. Dans le quatrième point, et c'est un point qui est très important, le rapport de voisinage entre les femmes. Bien sûr, la société marocaine a toujours emprunté vraiment un rôle important au voisinage, surtout entre familles. Ces rapports de voisinage sont commandés par la religion. Bien sûr, notre religion nous incite à se connaître les uns les autres. Cela n'exclut pas mésententes, disputes et calomnies. Bien sûr, ce sont des humains. Il y a des moments où ça arrive qu'un malentendu surgit par-ci, par-là. Mais, voilà le côté humain, voilà le côté extraordinaire. Mais quand le malheur s'abat sur quelqu'un, on oublie vite ces mésententes, on apporte son soutien du mieux que l'on peut. Et d'ailleurs, ça, ce sont les fondements de l'islam, vraiment qui incitent toute personne de tendre sa main à celui vraiment qui a besoin de l'aide, qui a besoin du soutien, rien qu'en l'écoutant, bien sûr. Et là, j'aimerais bien évoquer ce point-là. Là, bien sûr, c'est le rôle de la religion. Il est vrai que la religion commande les relations entre les personnes, les rapports entre voisins. La religion incite à l'obéissance et au respect des valeurs humaines. C'est vraiment extraordinaire. La religion est une culture qui assoit notre pays, le Maroc, sur des bases solides. Alors, en étudiant, bien sûr, le chapitre 2, où on a évoqué le côté de la superstition qui règne un petit peu, là, je me suis sorti avec la conclusion suivante. Ahmed Sprewi dessine-t-il l'image d'une société religieuse et ignorante? Voilà, mes chers élèves, l'étude du chapitre 2. Je vous ai déjà donné une image vraiment globale des événements
qui ont meublé ce chapitre 2. Il ne me reste tout simplement qu'à vous donner rendez-vous pour la vidéo prochaine pour étudier le chapitre 3. Comme je vous ai dit, soyez homme de caractère. Je vous souhaite une très bonne soirée et à bientôt.